Vincent et Alexandre, Bonjour Alexandre vous de avez la Gignac. parole. Vous Bonjour. quittez votre fonction de directeur général et CEO de IATA. Vous êtes au cœur de cette crise historique de l'industrie et au cours de cette interview, vous allez partager avec nous votre analyse de la situation. Mais avant cela, décrivez-nous en quelques mots la mission d'IATA et vos sentiments après 5 ans à la tête de cette organisation. Bon, IATA, c'est une organisation ancienne qui a été fondée en 1945, au même moment que l'OACI, comme une espèce de contrepoint regroupant les compagnies aériennes et qui a en fait 3 rôles. Le premier, c'est de défendre l'industrie du transport aérien, alors on appelle traditionnel, d'organisation professionnelle, mais 2 autres rôles très particuliers. Le second, c'est de publier, de préparer et d'éditer des standards applicables à l'ensemble de l'industrie, un petit peu un espèce de régulateur commercial de l'industrie. Par exemple, c'est nous qui avons dessiné et déployé le billet électronique, ce qu'on appelle e-ticket maintenant, qui est appliqué, qui fonctionne partout dans le monde. On est en train, pour la partie Covid, de mettre en œuvre, de développer, de mettre en œuvre un outil qui pourrait servir de passeport électronique pour la vaccination et le test Covid. On développe des standards pour le cargo, on développe un certain nombre de choses qui sont applicables partout. Et puis troisièmement, c'est une organisation qui est assez puissante parce qu'elle prépare, dessine, propose des produits et des services qui sont utilisés par les acteurs de l'industrie, pas uniquement les compagnies aériennes, mais aussi les contrôleurs aériens, les aéroports. Voilà. Donc cet ensemble de services et de produits permet de fournir à l'organisation les ressources nécessaires à sa mission. Et ces 5 années, quelle est... ont été très très différentes. Je suis arrivé en 2016, la situation de l'industrie était bonne et pendant 3 ans et demi, l'industrie a surfé, si je puis dire, sur une vague de croissance et même une vague assez exceptionnelle pour cette industrie qui était des bons résultats récurrents. Ce qui n'avait pas été souvent le cas dans les 50 ou 60 années précédentes. Donc l'industrie s'était améliorée en termes de solidité financière et de profitabilité. Donc ça, c'est important, parce que c'était quelque chose qui était différent des années précédentes. Et donc IATA a accompagné cette croissance. Et je faisais le point récemment avec les membres de notre conseil d'administration, qui est composé de directeurs généraux et de présidents de compagnies aériennes. Nous avons eu une discussion en décembre 2019, où il y avait un conseil d'administration, et le grand sujet, ce n'était pas le Covid, évidemment, puisqu'il n'était pas encore là, mais c'était les enjeux relatifs à l'environnement, qui est une préoccupation constante, permanente, très très importante de notre industrie, et qui a été ensuite non pas mis de côté, mais concurrencé par évidemment la crise Covid qui est sans précédent. Et donc la dernière année, un petit peu plus maintenant, la dernière année, c'est une crise sans précédent dans laquelle il a fallu adapter IATA immédiatement, donc on l'a fait dès le mois de février-mars, à la fois l'adapter dans ses méthodes de travail, dans son recentrage sur, dans le fond, sauver l'industrie. Alors, vous l'avez mentionné, on est vraiment toujours malheureusement en plein milieu de cette crise sanitaire. Au-delà de ce qui s'est passé en interne, IATA, comment est-ce que vous voyez le secteur et comment ce secteur va sortir de la crise? C'est une très grande question que vous posez. Alors d'abord, c'est une situation sans précédent puisque c'est un choc d'une ampleur que nous n'avons jamais connue avant. Le 11 septembre, la guerre du Golfe, le SRAS, le H1N1, tout ça ont eu un impact négatif sur le secteur, mais d'une ampleur qui n'a rien à voir avec ce que nous connaissons maintenant. Ce que nous connaissons maintenant, c'est une chute du trafic d'à peu près plus de 65%. Donc c'est comme si on réduisait notre chiffre d'affaires de 35% d'un coup, avec un impact énorme sur le trafic international qui lui a baissé de près de 85%, ce qui constitue une importante source de revenus et de profitabilité pour les compagnies aériennes. Donc la situation des compagnies aériennes s'est effondrée financièrement. Vous voyez d'ailleurs apparaître les premiers résultats publiés par les compagnies actuellement, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Vous voyez que les pertes se chiffrent par milliards, dizaines de milliards.
Donc au total, l'industrie va perdre, on estime pour 2020, 120 milliards de dollars, aura vu son chiffre d'affaires diminuer d'à peu près 60%, et a pu survivre grâce à l'aide massive des États qui ont injecté près de 130 à 140 milliards de dollars et à qui nous demandons encore d'injecter 70 à 90 milliards de dollars pour les années, pour les mois qui nous séparent à peu près du mois de juillet 2021, nous espérons qu'il y aura une reprise. Donc et alors, pour répondre à cet effondrement de la situation économique, les compagnies aériennes se sont restructurées massivement, donc il y a eu des licenciements considérables dans des secteurs dans lesquels nous employons finalement des personnels de toute qualification, mais des personnels aussi qui sont très qualifiés, qui sont même licenciés, c'est-à-dire pour lequel à la fois la formation, le recrutement est une procédure longue. Et ce qui est bien normal, puisque ça garantit aussi la sécurité des opérations dont nous sommes responsables. Donc c'est une crise gigantesque. Nous en sortirons à la fois avec l'aide des États, qu'on veut remercier, là j'en profite pour les remercier, parce que vraiment ils ont fait un effort considérable, grâce aussi aux mesures de restructuration extrêmement fortes que l'industrie a prises. Nous en sortirons avec des compagnies probablement un peu plus petites, qui seront prêtes à croître encore, peut-être un peu plus compétitives encore, et avec une structure de l'industrie qui sera probablement analogue à ce qu'elle est actuellement, c'est-à-dire un secteur low cost, qui est plus ou moins florissant en fonction des continents, les choses sont assez variables, et un secteur, disons, de compagnie historique qu'on appelle full service, qui offre toute la panoplie des services aériens pour les passagers. Donc voilà comment nous pensons en sortir. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, avant la crise de la Covid, le sujet de l'environnement était déjà au centre en fait, des préoccupations de IATA. Et notre débat aujourd'hui porte sur les voies possibles pour réduire l'impact du transport aérien sur le climat, empreinte carbone et gaz à effet de serre. À votre avis, pendant cette crise, est-ce que l'industrie a mis de côté finalement les initiatives et pour vous, quelles sont, si on met cette parenthèse ou cette non-parenthèse d'ailleurs hors du débat, quels sont pour vous les projets les plus prometteurs pour réduire les émissions et pour répondre finalement à une pression de plus en plus importante qui porte sur le transport aérien? Alors, non, l'industrie n'a pas mis entre parenthèses l'enjeu environnemental. C'est-à-dire que les engagements que nous avons pris maintenant il y a un peu plus de 11 ans, qui étaient de réduire nos émissions par passager entre 2009 et 2020. Ce que nous avons fait, on a même été au-delà des engagements que nous avions pris. Ensuite, d'être neutre en carbone à partir de 2020, en mettant en place un programme qui s'appelle Corsia, qui est un programme de compensation de nos émissions qui a démarré le 1er janvier 2021. Tout le monde suit la recommandation du programme. Et enfin, de diviser nos émissions CO2 par 2 en 2050 par rapport au niveau 2005. Ces engagements ont été maintenus inchangés. Donc, il n'y a eu aucun changement dans les engagements que l'industrie a pris. Ce qui est vrai, c'est que pendant l'année 2020, premièrement, l'accent a été mis sur la restructuration massive face à la crise du Covid. Et deuxièmement, il est peut-être apparu à certains que l'enjeu environnemental était passé au second plan, tout simplement parce que, comme nous avions non pas volé, nous n'avons rien émis en CO2. La question de l'émission CO2, c'est pas posée en 2020. Ça a été. Donc, mais l'industrie a conservé ses objectifs de long terme et les engagements qu'elle avait pris. Nous réfléchissons même à avoir des engagements encore plus stricts, encore plus importants pour l'ensemble de l'industrie. On y reviendra probablement dans les mois suivants. On a encore à discuter de ça. Pourquoi discuter? Parce que quand on prend des engagements, cette industrie, sérieusement, on le fait sérieusement. On veut qu'il soit tenable, on veut qu'il soit techniquement fondé, on veut que ces engagements soient tenus. Donc on ne les prendra pas à la légère. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour la communication, pour faire plaisir à d'aucuns. C'est parce que nous pensons que c'est faisable. C'est une industrie très très sérieuse derrière. Voilà. On s'est engagé par exemple depuis maintenant 60 ans à transporter des gens de manière sécurisée. On est l'industrie la plus sûre au monde
Et c'est quelque chose qu'on a fait, c'est 50 ans de travail, de discipline, d'engagement, d'investissement et surtout comment dire, de conviction de tous les employés de cette industrie. Tout, depuis le président jusqu'au bagagiste, depuis le technicien jusqu'au pilote de ligne confirmé. Hein. Et donc, ce sera la même chose pour l'environnement. Il n'est pas question que l'on prenne des engagements qu'on n'est pas capable de tenir, donc on est en train de discuter et de voir si on peut les renforcer. Ça, c'est un point très, très important. Alors, quels sont les éléments sur lesquels nous pensons qu'il faut agir? Bon, on a premièrement tous les mécanismes de compensation qu'on a mis en place. Quand je vous ai cité Corsia, c'est un programme que nous avons proposé au gouvernement de nous imposer. Nous sommes la seule industrie à avoir été voir et convaincu les gouvernements de nous réguler en disant allez, on a besoin d'être régulé et donc on vous propose un système de compensation par l'achat de quotas carbone sur le marché. Voilà. Et ce système a été adopté en 2016 par l'OACI et applicable dans le monde entier et en vigueur. Donc c'est assez remarquable. On était très très en avance sur les autres. D'autres industries maintenant ont rejoint, par exemple l'industrie du shipping, hein, enfin, a fait des choses dans le cadre de l'Organisation maritime internationale, mais enfin on est très en avance sur cette question et d'ailleurs très fiers de l'être. Hein. Et ça correspond à une vraie conviction. C'est non seulement l'intérêt économique des compagnies, parce qu'on sent bien qu'il y a un fort mouvement pour limiter notre empreinte carbone, pour que nous soyons respectueux de l'environnement, et donc il y a un intérêt économique, mais il y a aussi une très forte conviction des gens qui travaillent et qui dirigent cette industrie. Voilà, Et quand vous rejoignez, si vous voulez, l'utile à la conviction, c'est là que la nature humaine est la meilleure. Voilà. Donc l'intérêt à la conviction, le mélange des deux est une formidable efficacité. Donc, premier point, les mécanismes de compensation. Deuxième point, on travaille énormément sur la technologie pour voir comment on va pouvoir économiser du fuel ou utiliser des mécanismes qui n'émettent pas de CO2. Donc, c'est l'avion électrique, l'avion à hydrogène, enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui sont actuellement dans les laboratoires, principalement du constructeur aéronautique ou des fabricants de moteurs, qui sont essentiellement les principaux contributeurs. Troisièmement, on travaille sur l'optimisation de nos opérations pour éviter d'émettre du CO2 inutilement. Alors, c'est ce qu'on appelle le green taxi, c'est éviter d'avoir les réacteurs allumés quand on est au sol. C'est l'optimisation des trajectoires, parce que les trajectoires sont loin d'être optimales, les routes ne sont pas toujours les plus directes, les attentes avant d'atterrir peuvent être longues dans les secteurs qui sont très encombrés. Donc on travaille avec les autorités de contrôle aérien pour optimiser les trajectoires, limiter les attentes, etc. Et la contribution de cet ensemble, c'est près de 15% de réduction des émissions. Donc ce n'est pas du tout négligeable. Cette optimisation de nos opérations, c'est absolument clé, en plus de la technologie. Et puis, on travaille enfin sur l'utilisation de fuels, ce qu'on appelle les Sustainable Alternative Fuels, c'est-à-dire les biofuels qui ne sont pas produits à partir des surfaces agricoles, hein, principalement, qui fonctionnent déjà dans nos avions, hein, mais qui vont être très très importants dans la réduction de notre empreinte carbone. Et donc là, nous travaillons avec les gouvernements pour développer massivement la production, la distribution et l'utilisation de ces biofuels dans nos avions, qui déjà, je le précise, fonctionnent extrêmement bien. Donc ce n'est plus un problème technique, on est dans un problème économique. Voilà. Très bien. Donc, quatre grands thèmes: compensation, technique, opération et fuel, sur lequel vous contribuez pour faire baisser cette empreinte carbone et effet de serre. Pour conclure, peut-être, parmi l'ensemble de ces projets, il y en a beaucoup dans chacune de ces catégories. Quels sont les points qui vous paraissent nécessaires à leur succès? C'est-à-dire, quel consensus on veut obtenir auprès de l'ensemble des acteurs de la chaîne, parce qu'on voit bien que tout le monde est concerné, compagnies, constructeurs, aéroports et contrôle aérien, évidemment. Quel soutien on doit chercher auprès d'eux et quel soutien on doit chercher auprès
des pouvoirs publics, puisqu'ils vont jouer un rôle important sur ces thématiques. Alors, j'allais vous dire, en sus des acteurs de l'industrie que vous avez mentionnés, hein, on a besoin des soutiens gouvernementaux. On a besoin de soutiens gouvernementaux dans au moins 3 domaines. Premièrement, dans l'investissement technologique, on a besoin que les gouvernements nous aident à bâtir les programmes technologiques des avions du futur, utilisant des énergies ou des systèmes de propulsion décarbonés. Le montant de la R&D là, est gigantesque. Hein. Il y a encore un énorme effort de R&D. La technologie n'est pas tout à fait prête encore. Hein. Ça, c'est la première chose. On a besoin aussi des gouvernements, mais aussi de l'ensemble des acteurs pour lancer la production en masse et la distribution des biofuels. Parce qu'actuellement, on manque cruellement de capacité de production. Comme la production est insuffisante, les prix sont beaucoup trop élevés, ils sont 3 à 4 fois le prix du jet fuel. Donc, pour les compagnies aériennes, c'est une décision lourde de mettre dans les avions une proportion plus importante de biofuel. C'est un coût presque insupportable. Et puis, la distribution est insuffisante. Il n'y a pas beaucoup d'aéroports en tout de biofuel. Donc, tous les programmes que les gouvernements pourraient mettre en œuvre dans le cadre de leurs programmes environnementaux, qui sont très importants, notamment dans les systèmes de relance post-Covid, hein, où il y a des énormes programmes de relance, nous suggérons au gouvernement d'avoir une enveloppe de ces programmes de relance qui est dédiée au développement des biofuels. Donc, à la fois de la production, des distributions, etc. Et nous, on réfléchit à des programmes de minimum de remplissage de nos avions, à des programmes d'acquisition commun. Enfin, il y a plusieurs choses sur lesquelles, évidemment, on essaye d'intervenir pour développer des biofuels. Enfin, on a besoin de la non-intervention des États, hein, c'est l'autre sens, pour éviter de mettre en place par pays ou par continent des systèmes de taxation environnementale qui sont coûteux, complexes, inutiles. Donc on dit au gouvernement, écoutez, on n'a pas besoin de ça. On a un programme mondial qui s'appelle Corsia, qui a l'immense vertu d'avoir été accepté par tout le monde, d'être applicable partout de manière homogène, donc d'être simple, compréhensible, efficace. Par pitié, ne rajoutez pas une couche supplémentaire de taxation de coûts à une industrie qui est déjà fragile, qui est déjà dans une situation extrêmement difficile et qui n'a pas besoin de ça pour tenir les engagements formidables et formidablement ambitieux qu'elle a pris. Oui, d'autant plus. Abstenez-vous, parce qu'en faisant des programmes nationaux ou continentaux, vous minimisez l'impact et la force et la puissance des programmes de type Corsia. Donc, une des raisons d'être, c'est d'être un programme mondial, par opposition à des programmes nationaux ou continentaux qui sont coûteux et très mal vus, évidemment, par les acteurs qui ne sont pas du pays ou qui ne sont pas du continent. Oui, d'autant plus que les systèmes de... D'autant plus que les systèmes de taxation peuvent déverser dans les budgets des États et ne pas contribuer directement aux efforts de décarbonisation de l'industrie. Ah oui, ça en général, c'est assez difficile d'avoir un système de taxation qui alimente une dépense budgétaire directement affectée et applicable à la décarbonisation de l'industrie. Il y a des pays dans lesquels ce n'est pas possible. Donc, pour des raisons constitutionnelles, je comprends très bien, hein, mais, et donc nous disons vraiment, ces systèmes-là, ils ne marchent pas. Et ils sont même, notre argument va plus loin, c'est qu'on dit que ce système-là minimise l'impact des programmes mondiaux qu'on a mis en place. Et c'est vraiment dommage. Puisque quand ces programmes mondiaux comme Corsia ont été votés, approuvés à l'OACI, beaucoup de pays continents, d'énormes pays, hein, comme Chine, ou les États-Unis, ou l'Inde, etc., on dit, oui, nous acceptons de mettre en place Corsia, mais ça suppose qu'il n'y ait pas de programmes nationaux qui viennent se superposer à ce programme mondial. C'est quand même très, très important. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre, pour votre temps et surtout pour l'éclairage que vous donnez à ce colloque. C'est une très bonne introduction à la prochaine session. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, évidemment. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Eh bien, nous remercions Alexandre de Juniac de nous avoir accordé cette interview très complète et très instructive. Et je remercie Vincent Bomberger d'avoir mené cette interview.